Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment utiliser la gamification dans vos SaaS pour augmenter le taux de rétention, augmenter votre croissance et juste avoir un product qui est absolument exceptionnel, qui est addictif, un product où les gens ont envie de revenir tous les jours et avec plaisir et des products qui sont adoptés par la majorité des gens, qui créent du référal, etc. Bref. En fait, faire un SaaS exceptionnel, il y a une bonne partie de ça, ça peut être dans la gamification. La gamification, c'est le fait de prendre des éléments qui viennent du jeu vidéo, majoritairement, donc des éléments de jeu concrètement, comme des rewards, des récompenses, les quêtes, etc., les bonus, les points, les vies, les crédits, etc. Toutes ces choses-là qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, qui sont pensés par des ingénieurs super smart pour rendre les jeux addictifs, hein. On pense à Candy Crush, etc. Ces jeux-là sont comme des casinos, c'est fait pour libérer de la dopamine et être addictif. Et sur nos SaaS, on sait très bien qu'un SaaS qui marche, c'est un SaaS qui a de la rétention, et un SaaS qui a de la rétention, c'est un SaaS où les utilisateurs reviennent tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Donc la gamification peut nous permettre de faire ça. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Duolingo. Duolingo, qui est une simple app pour apprendre une langue. Il y en a plein des apps pour apprendre une langue, hein. Ça, il y en a des tonnes, c'est pas un problème. Mais Duolingo, si aujourd'hui ça vaut 2,5 milliards, c'est parce qu'en fait, ils ont utilisé la gamification. Ils ont rendu le fait d'apprendre une langue absolument génial et amusant et addictif en fait, comme Candy Crush. En fait, c'est Candy Crush pour apprendre une langue. Et donc, comment ils ont fait ? Ils ont mis des rewards dans tous les sens. Déjà, pour apprendre la langue, c'est pas j'ai un cours, je peux aller n'importe où, c'est des niveaux. Donc t'es niveau 1, ensuite tu passes niveau 2, ensuite niveau 3. Tu peux pas aller niveau 90 direct. Donc déjà, il y a ce côté-là en mode progression. Donc il y a un petit peu ce côté dopaminergique de la progression. Il y a le fait, si on se connecte tous les jours, on a des bonus, ça s'appelle des streaks. Donc une streak tous les jours. Et si on se connecte pas un jour, et en fait, la flamme, entre guillemets, le streaks, il revient à 0. Donc on est trop déçu, on est là, j'avais 80 jours d'affilée, et maintenant je suis à 0, tu vois. Donc c'est un petit peu ça le truc. Donc c'est une super app dans le milieu tech. En niveau gamification, c'est la référence Duolingo. Donc un exemple qui est pas mal de gamification, c'est un premier exemple que je vais donner, il y aura plein d'exemples dans cette vidéo là, c'est les défis mensuels. Donc c'est HubSpot, hein, c'est un exemple, ça vient d'HubSpot. Ils avaient fait des défis mensuels pour inciter les users à utiliser de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc par exemple, voilà, il y a une nouvelle feature qui permet, je sais pas, de créer des images avec l'IA, et on va dire, ok, si tu crées 10 images avec l'IA, donc avec cette nouvelle feature qui vient d'apparaître, on va te donner un bonus, j'en sais rien, une réduction de 10%. T'as le droit à X crédits de plus, tu pourras utiliser plus l'outil, etc. Peu importe en fait ce que c'est. Mais on a une incitation. Et pourquoi c'est génial ? Parce qu'on va donner un cadeau à cette personne-là si elle fait une action, et en fait, c'est une action ciblée, c'est une action qu'on a envie que la personne fasse. Parce que si la personne découvre une nouvelle fonctionnalité et qu'elle l'adore, la personne va encore plus rester. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu du engineering of behavior. Et après, ils ont aussi fait quelque chose sur l'onboarding qui était assez smart. On arrive sur le dashboard en gros, et on a plusieurs quêtes. Les quêtes, ça peut être n'importe quoi, c'est des actions sur l'app qui évidemment redirigent vers l'effet wow pour qu'on comprenne la value du product. Et quel résultat ça a eu ? Des résultats pas dégueulasses. 20% l'engagement global des users, donc c'est énorme, hein. 35% sur le taux d'adoption des nouvelles fonctionnalités, c'est énorme, hein. Et moins 15% de churn. Et ça, je crois que c'est le plus énorme, c'est 15% en moins sur le churn. Pour HubSpot, en tout cas, c'est des millions, voire des milliards à long terme. Donc c'est vraiment pas rien. Donc la gamification peut faire des ravages. Bon, ensuite c'est cool, la gamification, on a compris ce que c'était, mais concrètement, comment on met la gamification en place dans son SaaS? Et c'est exactement ce dont je vais parler sur ce point. J'ai 7 idées de gamification qu'on peut intégrer dans la plupart des SaaS, mais évidemment tous ne sont pas adaptés à tous les SaaS. Le premier, les points et les récompenses. Donc là, il y a un bon exemple, c'est Evernote, qui offrait des points pour certaines actions. Ok, télécharge ce fichier, invite un membre de ton équipe, etc. Et en fait, on gagnait des sortes de points, des sortes de crédits qui pouvaient être échangés contre des fonctionnalités premium, par exemple. Par exemple, moi, je suis en plan basique. En premium, il y a une fonctionnalité pour faire je sais pas quoi. Et si je fais beaucoup d'actions sur mon compte basique, je peux avoir une fonctionnalité qui est uniquement réservée au premium. Ce qui incite à mort les utilisateurs à utiliser le product. C'est génial. Numéro 2, tableau de classement et compétition.
Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un truc qui vient du jeu vidéo, le truc de ranking, de classement, cet esprit compétition, etc. Donc Zendesk, par exemple, il y a un tableau de classement. Quand tu as un service client et que tu as peut-être plusieurs personnes qui s'occupent du customer service, et ben en gros, en haut du classement, tu vas avoir celui qui est le meilleur, celui qui résout le plus de tickets ou qui ont les meilleures notes. Donc il y a ce côté compétition et c'est super quoi. Ça c'est un truc vraiment qui peut être mis en place dans pas mal de SaaS. On peut imaginer aussi des compétitions entre users. Les gens qui utiliseraient le plus le tool, ils seraient en haut de la compétition, en haut du classement je veux dire, etc. Numéro 3, progression et niveau. Donc on a un exemple qui est pas mal, Mailchimp. Ils avaient une barre de progression qui encourage les utilisateurs à compléter leur profil ou à utiliser certaines fonctionnalités pour augmenter leur compte en fait. Ensuite, on a un élément que j'aime beaucoup. J'appelle ça le B2C fun, donc Business to Consumer Fun. Et en fait, c'est surtout vrai pour les SaaS B2B. Souvent les SaaS B2B c'est chiant. C'est chiant. L'interface est pourrave, on nous parle en mode très corporate, c'est pas intéressant. Et en fait, les humains restent des humains, parce que même si c'est un SaaS B2B, c'est qui va utiliser le SaaS? C'est des humains, certes, d'une grosse boîte, des employés d'une grosse boîte, mais ça reste des humains qui vont utiliser le SaaS. Et donc, ce qui est génial, par exemple avec Slack, c'est que Slack a pris des codes du B2C, donc Business to Consumer, donc les codes un petit peu cool, sympas, les couleurs, machin, etc., et ils l'ont mis dans le B2B. Et c'est le gros secret de la réussite de Slack, c'est ça, en fait. C'est pas autre chose. Et donc par exemple, Slack, il y avait des animations et des sons amusants quand on envoyait un message, etc., ou l'ajout de réaction. Et ben en fait, ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un côté chaleureux, un côté connexion au product. Et c'est une grosse partie du succès de Slack. Point numéro 5, narration storytelling. Là, il se trouve que l'exemple est pas super bon, donc je vais un petit peu passer au suivant, mais en fait, voilà, c'est le fait de mettre du storytelling. Et en fait, on peut le faire dans nos communications. On peut le faire, ça peut être du personal branding, etc. Ça peut être carrément dans l'app, dans le product en lui-même. 6, avatar et personnalisation. Ça, c'est un élément de gamification auquel on pense pas beaucoup. Mais plus un product va être personnalisé à l'image de son utilisateur, plus il y aura une connexion avec ce produit. Donc par exemple, si j'arrive sur l'application et qu'on me dit « Choisis ta couleur de fond d'écran, choisis mets ta photo de profil, mets ton nom, etc. » Et ben, on se sent un petit peu à la maison, on est chez nous, c'est la personnalisation qu'on a fait sur notre outil, et du coup on a une petite connexion et on a plus de chances de rester et d'être fidélisé au product. Et donc on a un bon exemple de ça, c'est Trello, qui quand on arrive sur l'app, permet directement de personnaliser le profil avec des avatars, des arrière-plans, des petites couleurs, etc. C'est sympa, on est à la maison. Et numéro 7, ça revient un petit peu à l'exemple de HubSpot, des quêtes quotidiennes, hebdomadaires, donc Todoist qui propose des karma points pour encourager les utilisateurs à accomplir des tâches régulièrement en faisant une série d'actions quotidiennes ou hebdomadaires. Bon. Donc voilà, ça c'est 7 points de gamification qu'on peut retrouver et utiliser. Numéro 3, exemple de SaaS avec de la gamification. Et là je prends l'exemple de Tuganai. C'est pas encore sorti, mais bientôt ce sera le cas. On est en train de refaire toute l'UI, toute l'UX pour améliorer l'expérience utilisateur et un petit peu réduire le churn qui est à notre goût trop gros et qui nous empêche de croître autant qu'on le voudrait. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur cette app là? Donc déjà on a fait une partie de dashboard. Cette partie de dashboard, on l'a composée comme ça. Donc on a un nombre de crédits, ça c'est un élément de gamification dans un sens. Il y a un peu ce côté point, un petit peu ce côté sympa, et on a aussi la possibilité quand la personne a un compte crédit de lui dire ok tu veux racheter des crédits, etc. Donc nous ça nous permet aussi d'engranger plus d'argent comme ça. Il y a ce côté sympa. Ensuite on a une première partie avec 4 éléments. On a le nombre de générations qui lui reste à la personne, qui est lié directement au crédit. On a le nombre de contenus qu'il a généré, on a le nombre d'heures que ça lui a économisé et le nombre et l'argent que ça lui a économisé en moyenne. Évidemment, c'est un calcul en moyen. On se dit, ok, un contenu, si on le paye avec un ghostwriter ou un copywriter, ça coûterait X. Et du coup, c'est calculé automatiquement. Et pourquoi c'est vraiment pas mal? Et je veux pas dire génial, parce que ce serait un petit peu trop m'auto-flatter, on va dire. Mais en fait, à chaque fois que la personne va se connecter, elle va voir en fait ça. Elle va voir qu'elle a économisé 10 heures de temps. Elle va voir qu'elle a économisé 10 000 $ d'argent. Et du coup, ça va lui rappeler la value product à chaque fois qu'elle va se connecter. Et donc,
on augmente par conséquent assez facilement le fait que la personne reste abonnée à l'outil parce qu'elle se rappelle que ouais, ça sert à quelque chose, c'est génial. Et en vrai, c'est cool. Il y a ce côté un petit peu point, plus je génère, plus ça augmente le petit chiffre à côté qui me dit que j'ai économisé de l'argent. Il y a ce côté sympa, il y a ce côté cool, donc c'est plutôt sympa, je pense. Ensuite, on a une partie Levels and Reward. Donc ça, dans un sens, c'est pour pousser à l'utilisation, pour pousser à la fidélisation. Donc ça marche comment? Donc par exemple, je lui dis, si tu génères par exemple un contenu, je vais te donner une petite récompense. Donc par exemple ici, 10 000 crédits. Si tu génères 25 contenus, je vais te donner 50 000 crédits. Si tu génères 1000 contenus, je vais te donner une feature secrète, etc. Et donc ce qui est génial, c'est que la personne va se dire, ah, c'est quand même intéressant la feature secrète. Ah, du coup, je vais plus utiliser le tool. Et on sait très bien que plus une personne utilise le tool, plus il a de chances de rester. Et on est dans un business de MRR, on veut que les gens restent. Donc ça, c'est plutôt génial. Et donc, on a aussi ce côté un petit peu, on a des levels, donc il y a des noms artistes, Legend, Terminator, machin, etc. Donc il y a un peu ce côté sympa, je suis dans un jeu vidéo et tout, c'est cool, etc. Ensuite, on a un élément, on pourrait dire que c'est la gamification. C'est un peu de la gamification quand même. C'est un élément de référal. Donc, invite your friends and receive coupons and discounts. Donc là, on lui dit à la personne, si tu invites un ami, on te donne X crédits. Si tu invites 4 amis, on te donne 30% de réduction. Si tu invites 10 amis, on te donne 50% de réduction et 1 million de crédits. Donc le mec est incité quand même par un petit système de reward à inviter ses amis. Donc ça, c'est un petit peu les éléments de gamification qu'on a mis sur Tugan.ai. On pourra en mettre plus, etc. Mais je pense déjà que ça va faire une grosse différence et que ça va vraiment réduire notre churn. Donc j'ai hâte de voir ça, et je vous dirai en fait, je vous dirai exactement à quel point ça a marché, ou pas, et voilà. Numéro 4, les erreurs courantes et les pièges à éviter quand on veut faire de la gamification. Déjà, le premier truc classique, c'est que les gens qui ont des SaaS B2B, donc business to business, un petit peu corporate, un petit peu high ticket et sérieux, ouais mais moi je peux pas mettre ces éléments de gamification, ça fait pas sérieux pour mes clients. Si je mets des levels, ça fait pas sérieux. Si je mets des points, des rewards, ça fait pas sérieux. C'est pas... En fait, non. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Même le B2B, à la fin, la personne qui sera devant son PC à utiliser, ce sera un humain. Et les humains, en fait, la gamification, ça marche sur eux. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça marche. Juste, ça marche, c'est tout. Donc ça, c'est le premier truc. Et je dirais même qu'en fait, on a un edge quand on est en B2B. Si on utilise des codes du B2C. Donc, utiliser de la gamification quand on est en B2B, je pense, ça a encore plus d'impact que si on est en B2C. Deuxième point, surcharger l'application avec trop d'éléments de gamification. C'est cool la gamification, mais ça doit avoir un objectif précis. C'est pas juste pour faire du décor, ou pour faire joli, ou pour être stylé, ou pour le prestige. Non, il y a un objectif. On veut réduire le churn, on va réussir à le faire avec cet élément de gamification. On veut du référal, on va le faire avec cet élément de gamification, et pas autrement. Parce que sinon c'est n'importe quoi, sinon c'est un bordel pas possible, l'app ça devient une sorte de truc avec des boutons partout, ça a aucun sens. Donc ça c'est super important de rester dans la simplicité, on n'est pas là pour abuser quand même, voilà. Et dernier point, numéro 5, c'est important de mesurer en fait. Est-ce que cette gamification a du sens? Est-ce qu'elle marche vraiment? Comment on fait ça? On utilise des outils qui nous permettent de traquer, il y en a plein, je ferai certainement une vidéo sur le fait de traquer les KPI, etc. Mais les outils que je préfère, qui sont le plus connus en tout cas, il y a Google Analytics, on a PostHog, on a Mixpanel, qui sont 3 outils vraiment super pour comprendre comment les gens vont utiliser l'outil sur notre application. Est-ce qu'ils vont, par exemple, se login plus souvent? Est-ce que le taux de rétention augmente, etc. Bref, on regarde tous ces trucs-là et on se dit, ok, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça marche pas, je change, je fais autre chose. Ça marche, j'en fais plus ou je continue quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Peut-être un petit peu longue, j'ai un peu mal à la voix là, honnêtement. Mais je pense que c'était quand même intéressant et que ça a le mérite d'exister. Donc pour résumer, voilà, la gamification, c'est un super outil, c'est une arme qu'on a en tant que SaaS founder, et c'est à nous d'utiliser judicieusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine.